Allez, épisode 1 de ce nouveau podcast, nous intéressons au premier livre de cette série qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathustra » de Friedrich Nietzsche. Je peux donner l'édition, puisqu'évidemment, aujourd'hui, nous allons parler de la page 1 à 40. Et si vous n'avez pas la même édition, on ne va pas lire les mêmes livres, les mêmes pages. Édition Jean de Bonneau, 1986, et traduit par Henri Albert. Juste pour vous donner une petite ordre d'idée, ça m'a fait lire jusqu'à où ? À lire et écrire, inclus. Ok, donc l'idée évidemment c'est que là il ne va pas y avoir de grande philosophie puisque, vous l'aurez compris à l'intro, c'est le premier livre de philosophie que je lis, n'ayant rien écouté en terminale, ayant fait une terminale S, et ça c'était il y a 13 ans. Bref, tout ça pour dire que ma culture est très limitée, mais c'est pour ça que je lance ce podcast, non pas pour vous intéresser dès le départ, mais pour retracer un petit peu tous ces apprentissages. Alors, ainsi parlait Zarathustra, petit résumé de ce que j'en ai compris et de ce que j'en garde. Alors, déjà, c'est très marrant puisque c'est un c'est un ermite qui va dans la montagne à ses 30 ans. Tiens, apparemment, il y a beaucoup de gens à toutes les époques qui font un revirement de situation à partir de 30 ans. Bref, tout ça pour dire qu'il en redescend à 40 et il essaye de dispenser ses apprentissages ou tout ce qu'il en a appris, toute la sagesse qu'il a accumulée pendant ces 10 ans au village qui est en bas de la montagne. Le problème, c'est qu'à passer autant de temps loin des gens, eh bien, il en devient inaudible. Alors évidemment inaudible par les gens, mais en tout cas évidemment pour moi aussi, moi qui n'ai jamais ouvert un ouvrage de philosophie, c'est un peu cru, voilà. C'est-à-dire que là il y a 2-3 pages, je suis en mode oula, j'espère que ça va pas être tout le livre comme ça parce que sinon ça va être très très long. Heureusement après ça devient un petit peu plus lisible. Alors on comprend qu'il y a une notion de surhumain, il y a une notion de nature humaine à surmonter. On comprend dès le début que l'aspect surmonter quelque chose va être hyper prégnant dans ce livre-là. Mais à part ça et le fait qu'il en a gros envers Dieu. On sent qu'il en a gros sur la patate. On sent que Dieu, là, il est fâché avec. Et il aimerait qu'on s'en déleste pour en partie se surmonter. Je pense que ça, j'ai fait un bon résumé de tout ce qui est prologue. Alors, ok, et on va pouvoir... Donc ça c'est le prologue, ça prend, je sais pas, une petite dizaine de pages, qu'importe. Mais grosso, c'est tout ce qu'il y dit. Alors il y a des notions intéressantes, déjà. Alors le but, ça serait que j'arrive à faire, au fur et à mesure de ces podcasts, des parallèles entre ce livre-là et mon expérience, soit l'expérience dans le sport, soit l'expérience professionnelle. Je pense que je réussirai à ma mission au fur et à mesure de mieux en mieux. Évidemment, puisque les premières itérations seront toujours un petit peu bizarres. Ce que je peux dire déjà sur le fait d'être inaudible, c'est que je ne me suis pas formalisé particulièrement sur ce passage de l'histoire, simplement parce que en tant qu'entraîneur, quand on fait face à des élèves ou à des sportifs ou qu'importe, les premières fois qu'on explique quelque chose, c'est pas forcément, ça connecte pas forcément tout de suite. Il y a toujours besoin de pédagogie, il y a besoin de répéter des choses. Et je suis quasiment sûr que au cours de cet ouvrage, en fait, il va répéter des vérités quasiment identiques, mais sous des angles différents. Et il y aura un moment où ça va connecter, dans le sens où parfois l'idée est bonne, mais c'est exposé pas avec les bons mots, ou pas avec les bons mots pour la bonne personne. Et toute la notion de pédagogie, c'est de répéter très souvent la même chose, c'est pour ça qu'on dit que l'apprentissage passe par la répétition, mais de le faire avec des mots différents. Donc c'est pour ça que je n'ai rien bité à ce prologue, et pourtant, je pense qu'à force de répétition au cours de ces 400 et quelques pages que nous allons parcourir, je vais finir par y comprendre quelque chose. Alors, Ainsi parlait Zarathustra. Si vous ne le lisez pas, j'espère que si vous écoutez ce podcast, vous le lisez en même temps. C'est une incentive à le faire en tout cas. Commence par des sortes de petites histoires. Alors, c'est pour ceux qui ont l'habitude ou qui ont lu déjà le Nouveau ou l'Ancien Testament, c'est très biblique dans sa façon d'écrire. En tout cas, c'est ma seule référence littéraire. Et c'est vrai qu'on retrouve ces paraboles, ces trucs pas trop compréhensible. Et alors la première est pour le coup assez limpide. Les 3 métamorphoses. Alors dans ces 40 premières pages, il y a les 3 métamorphoses dont on va beaucoup parler, des chaînes de la vertu, des hallucinés de l'arrière-monde et
des contemplateurs du corps, des joies et des passions, des pâles criminels, lire et écrire. À chaque fois, c'est 3-4 pages chacune, où il y a une idée qui a essayé d'être transmise. La première est assez intéressante, les 3 métaphores, puisqu'il parle de la nécessité des gens de passer par 3 étapes. D'abord de l'étape de chameau, ensuite de l'étape de lion. Donc le chameau se métamorphose en lion et le lion se métamorphose en enfant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? C'est le chameau, c'est la personne qui est définie un petit peu par le tu-dois. Grosse pesanteur, beaucoup d'obligations morales en partie qui nous est transmis par notre environnement, notre contexte, notre héritage. Et le but, en son cas, quand je dis le but, c'est pas selon mes mots, c'est selon ceux de Nietzsche. Le but serait de transcender un petit peu ce chameau. Alors, il y a une petite citation que j'ai notée qui s'appelle « La bête qui s'abstient ». En gros, c'est-à-dire que c'est tout le principe moral, c'est la société nous met des règles, nous abstenons en nous y soumettant. C'est pour ça qu'on parle de « tu veux », « tu dois ». Et justement, le but serait de passer du « tu dois » à « tu veux », commencer à s'émanciper de toutes ces obligations et de toutes ces morales qui sont dictées par notre entourage pour passer à la partie du lion. Alors il y a une très belle citation en tout cas que j'ai bien appréciée qui définit assez bien ce qu'est le lion en soi. C'est « il aimait jadis le tu dois comme son bien le plus sacré ». Alors c'est bien parce qu'en effet, le fait d'avoir des règles qu'il faut suivre nous permet déjà de vivre en tant que dans la société, mais c'est une valeur concrète à laquelle se rattacher. Il aimait jadis le tu dois, comme son bien le plus sacré. Maintenant, il lui faut trouver l'illusion et l'arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour qu'il fasse, aux dépens de son amour, la conquête de la liberté. Il faut un lion pour un pareil rapt. Le lion, justement, il faut un petit peu de vigueur pour réussir à s'en extraire, selon lui. Et le dernier, donc, c'est l'enfant. Donc une fois qu'on a été capable de s'abstenir et de se soumettre à des obligations, une fois qu'on est capable de mettre en avant sa propre volonté pour s'en affranchir, on passe à l'enfant qui est ce qu'il appelle cette sainte affirmation qui permet, on va dire, de créer ce nouveau monde. Il parle d'oubli, on y reviendra un tout petit peu après, mais qui permet de pas juste être dans la révolte, on va dire, mais en construire quelque chose. Alors, pourquoi est-ce que c'est très bien ce petit paragraphe ? Déjà, premièrement, c'est parce que c'est très parlant, très visuel, contrairement à beaucoup d'autres petites histoires après qui le sont beaucoup moins. Et ça fait réfléchir énormément, évidemment, à notre monde. Alors lui, on comprendra très vite que quand il parle de la morale et des règles, etc., qui existent, il parle évidemment, principalement, j'imagine, des valeurs chrétiennes, de la morale chrétienne, puisque milieu du 19e siècle, c'est ce qui dirige le plus la société, quand bien même ça soit post-révolution française, et que ça soit dans un contexte qui essaie de s'affranchir un petit peu de la chape de plomb de la religion catholique, enfin de la chrétienté de manière générale, en Europe. Bref, où est-ce que je veux aller avec ça ? Oui, première petite réflexion quand je lis cette métaphore, c'est de me dire, je comprends que ça soit important de parler par soi-même, je comprends que ça soit important d'essayer de s'émanciper, mais quitter. C'est la première. Alors évidemment, je dis pas quitter à Nietzsche, mais la personne qui va lire ça et qui va être en mode ah punaise, ouais, c'est vrai, j'ai trop envie de m'émanciper, machin. Je suis en mode ouais, mais c'est bien de vouloir remettre les règles en question, mais qui tu es pour le faire ? Et ça, c'est important parce que tout le monde n'est pas égaux. Et là, tu t'apprêtes à remettre 2000 ans de tradition et d'héritage. Moi, ça me dérange pas qu'on mette des choses en question, mais il faut en tout cas avoir ce petit recul sur soi-même de dire je ne suis que moi. Donc attention, peut-être qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été issues d'un long héritage, qui font du sens, peut-être un sens que je ne comprends pas, et j'ai l'impression que c'est que des choses qui nous retiennent. Mais peut-être que ça a une raison de nous retenir, et peut-être que mon esprit tout seul ne vaut pas l'esprit de millions de personnes qui ont travaillé sur ce sujet avant. Donc ça, c'est la première chose que ça m'a fait, c'est je veux bien, mais qui tu es ? Alors, je pense que l'une des manières de comprendre ce petit passage, c'est que selon la vision que transmet Nietzsche, c'est qu'avant de devenir lion, il faut être chameau. Donc si vous n'avez jamais été capable de vous abstenir
Le chameau, c'est la bête qui s'abstient. Si vous n'avez jamais été capable de suivre les règles, de suivre la morale, de vous insérer dans l'environnement qui vous entoure et qui a été légué par des générations, vous n'êtes peut-être pas prêt à être lion. Donc peut-être que c'est ça la première chose que Nietzsche nous dit, c'est qu'avant de vouloir être lion, il faut être chameau. De la même manière qu'avant d'être créateur et d'être enfant, il faut être lion. Il faut avoir eu cette vitalité de s'en extraire pour pouvoir créer quelque chose. Donc ça, c'est la première chose. Qui es-tu ? Bah ouais, ça c'est vraiment l'aspect humilité face à l'héritage transmis et face aux générations précédentes qui, de mon point de vue, est importante. La deuxième, c'est que pour autant, même à mon petit niveau, je vois l'impact que peut avoir un homme dans un milieu, une seule personne. Donc un milieu qui a ces gens actifs, qui ont construit quelque chose pendant des décennies, des siècles, et là, deux millénaires, mine de rien. Et je vois comment une personne peut réussir à changer les choses, peut réussir grâce à une nouvelle vision, peut réussir à un nouvel élan et une nouvelle vitalité, réussir à amener un groupe vers le haut. Donc à la fois qui es-tu vis-à-vis de tes ancêtres, ça ramène un petit peu vers le bas, mais mon expérience montre, que ça soit dans l'entrepreneuriat évidemment, mais même n'importe qui en France qui s'est impliqué d'un point dans le milieu associatif. Alors en France, le milieu associatif sportif est extrêmement développé, mais juste le fait d'aller quelque part. Moi personnellement, c'était les arts martiaux quand j'étais jeune, où j'ai fait 10 ans en tant que bénévole, entraîneur dans un, enfin pas pendant 10 ans, mais pendant une bonne partie de ces 10 années, dans un club d'arts martiaux vietnamien. Mon travail, ma vision a réussi à apporter la pierre à l'édifice qui a amené le club quelques pas plus loin jusqu'à ce que celui qui m'a succédé le fasse aussi avancer. Donc nous ne sommes pas grand-chose, mais nous sommes quand même quelque chose de suffisant dans certaines mesures. Il ne faudrait surtout pas négliger l'impact qu'on peut avoir sur le monde. Je prends par exemple, alors moi aujourd'hui mon expertise c'est les sports d'endurance, donc c'est principalement de ça dont je pourrais parler. Mais quand je vois un père de famille, une mère de famille, l'impact qu'ils peuvent avoir sur leurs enfants, par leur pratique, je parle. Si je parle d'amis, qui par exemple, il y en a un qui se met comme objectif de vouloir faire un semi-marathon. Quand on voit l'élan que ça donne aux autres autour de lui, alors que pourtant il peut être venu d'un milieu où personne faisait du sport, où faire du sport c'est soit pas vu, soit mal vu, mais quand bien même il s'est abstenu tout ce temps-là parce qu'il s'est conformé aux normes de son environnement, il a eu ce petit élan, cette petite étincelle de vie, c'est ce petit aspect lion qui a fait non, en fait, moi j'en ai marre de me complaire, je vais me mettre un objectif. Il s'est avéré que c'est un objectif, aller à un semi-marathon. Et même s'il y a des gens autour de lui qui vont essayer de le maintenir dans l'environnement dans lequel il est, très souvent ça impacte positivement les gens autour de lui. Les gens autour de lui vont se commencer à courir, vont vouloir préparer des courses avec lui. Ah, tu fais un semi-marathon, allez vas-y je me lance, et puis tout le monde commence à s'entraîner. Si je dis un élan positif, c'est parce qu'évidemment je pars du principe que le sport est une chose de positive. Ok, donc toujours se ramener à qui on est quand on veut défier les règles. A-t-on été chameau avant d'être lion ? Le deuxième, un homme peut être suffisant à changer les choses. Ensuite, alors changer les choses, c'est très cool, mais dans quel but et dans quelle limite ? C'est vrai qu'il y a tout un courant de pensée, enfin il y a plusieurs courants de pensée, que ça soit politique, philosophique, toutes ces choses-là ce que j'aime bien me représenter à chaque fois, c'est toute chose est bonne dans une certaine mesure, mais jusqu'à quand ? Donc là, typiquement, quand on parle de vouloir bouleverser les standards, la première chose que je me dis, c'est ok, donc on gagne en responsabilité personnelle, mais parfois certains choix personnels peuvent être au détriment du bien commun. Alors dans quelle mesure, etc. Ça, peut-être que nous l'apprendrons au fur et à mesure de ce livre ou des autres lectures qui vont suivre. Mais le but, c'est de dire, c'est bien la liberté, mais même cette liberté-là a ses limites. J'imagine qu'il y a un siècle et demi post-révolution, le besoin d'individualisme a été un besoin prégnant. Un siècle et demi plus tard, est-ce qu'on ne trouve pas déjà
on commence sur différents aspects à trouver les limites de cet individualisme et on essaie d'en revenir à une notion de bien commun. Donc c'est là où, quand je parle de limites, c'est bien d'être perso, c'est bien de la jouer perso sur certains aspects pour grandir, etc. Mais juste quelles sont les limites? Alors moi, j'ai noté 2 limites à l'objectif qu'on pourrait avoir en remettant. Le premier, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de rester humble vis-à-vis de nos ancêtres et vis-à-vis de ce qui nous a été légué, de l'héritage qu'on reçoit. Le deuxième, c'est d'avoir de la gratitude. Alors pourquoi de la gratitude? Ça, c'est de mon point de vue assez intéressant. C'est parce que quand bien même on remet en valeur, en question quelque chose que l'on reçoit et qu'on remercie pour ce don, on peut dire, mec, merci, trop cool ce que tu viens de me donner, mais je vais pas le faire. je vois pourquoi tu me le demandes, j'ai bien compris, mais je vais essayer de m'en affranchir et de faire comme je veux. Donc c'est cette notion de gratitude. Alors là, je triche un tout petit peu parce que j'ai lu, parce que évidemment je ne lis pas qu'un livre en même temps, j'ai tellement de retard, ça serait impossible à rattraper, le retard. Mais apparemment, Nietzsche, dans un autre ouvrage qui s'appelle La généalogie de la morale, lirait la gratitude en bout de ligne, en fait, c'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose qui peut créer dans une certaine mesure un ressentiment, et grâce à l'oubli, il permet de générer de la gratitude. Donc le fait de lier la gratitude à ce qu'on voudrait modifier, je pense, a de l'intérêt. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, parce que dans la Sainte Affection qu'il lie à l'enfant, c'est une des valeurs qu'il dit. Alors, est-ce que je l'ai? Non, je ne vais pas l'avoir sous la main là. Mais le but, c'est de dire, pour créer un nouveau monde, il faut justement digérer ce ressentiment par l'oubli, pour générer de la gratitude et pour pouvoir avancer dans le futur. Je ne sais pas si c'est très, très clair. Moi non plus, c'est pas très clair. C'est pour ça que je fais ces podcasts. C'est pour essayer d'articuler mes idées. La prochaine fois, je penserai à manger avant de faire ces petits podcasts et avoir un petit peu de sucre dans les méninges. Ok. Donc, tout ça pour dire, on a le chameau, on a le lion, on a l'enfant. Dans quelle mesure, dans quelles limites l'humilité, la gratitude. Alors, l'humilité, je vais vous donner un petit exemple parce que personnellement, j'ai tendance à croire que j'ai raison. Disons-le comme ça. Instinctivement, j'ai tendance à avoir confiance dans le fait que c'est moi qui ai raison. Le problème, c'est que je sais que je suis entouré, typiquement chez Campus, l'entreprise que j'ai cofondée, je sais que je suis entouré de gens extrêmement intelligents, qui ont fait des grandes études, que ce soit à Berkeley, que ce soit à l'X par exemple. Et donc, je sais que sur un sujet dont ils ont l'expertise, si j'ai l'impression qu'ils ont tort, je suis sûr et certain que c'est moi qui ai tort. Ça peut paraître paradoxal, hein. C'est-à-dire que je suis persuadé d'avoir raison, mais j'ai tellement d'estime pour eux que je vais faire l'effort de réfléchir 1000 fois jusqu'à trouver dans quoi j'ai tort. Et systématiquement, il s'avère que j'ai pas raison. Donc, donc le fait de rester humble, je pense que ça se prête pas mal à cet aspect-là, c'est de dire, j'ai assez d'estime pour les gens qui me lèguent ces choses-là. Alors ça peut être quelque chose aussi trivial que dans une entreprise, des personnes qui me donnent une information, que mon entourage, mon pays, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui me lègue. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de là-dessus? Oui, donc évidemment, vient... Donc écoutez, de toute façon c'est un peu ça, hein, c'est l'infini débat sur liberté et responsabilité qui est mis à ce moment-là. J'ai parlé tout ça de responsabilité personnelle et de bien collectif. Dans quelle limite est-ce que ma liberté peut impacter les autres? Pour l'instant on n'en sait rien et on va voir où est-ce que ça grandit. Si je devais rajouter quelque chose, par exemple, individualisme et bien collectif. Je vous donne un exemple. Donc sur Campus, on fait des plans d'entraînement en course à pied. Il vient un problème de, typiquement, si je veux préparer quelqu'un pour un marathon, je sais pertinemment que, surtout s'il débute, il ne peut pas le faire en 6 semaines. Donc pendant très longtemps, on a mis comme limite de, on interdit à tout le monde de faire des plans d'entraînement en 12 semaines. Donc là, typiquement, on retire à ces gens-là toute
toute volonté personnelle. Là, il se plie à nos règles. C'est nous qui avons dit que, grâce à notre expertise, c'est nous qui avons dit que c'était pas bien de faire ça. Les gens, c'est-à-dire que ils se prennent lion avant d'avoir été chameau et ils arrivent avec toute leur conviction et ils pensent que non, en fait, moi je débute et puis un marathon en 6 semaines, ça peut passer, blablabla. Bla, bla, bla. Et donc, on se retrouve avec des gens où on se dit, le fait d'interdire quelque chose, on a l'impression que ça va leur apporter du bien. Parce qu'on sait qu'ils essayent d'être des lions, mais on sait qu'ils feraient mieux d'être chameaux dans ce cas-là. Parce que, ok, ils vont peut-être apprendre une leçon et puis après ils vont se soumettre aux règles qui ont perduré depuis la naissance qui font la méthodologie de l'entraînement. Mais à la fois, tu te dis, si on leur interdit, ils vont aller ailleurs. Et donc, quitte à faire les choses, autant qu'ils les fassent le mieux possible avec nous, quitte à rentrer dans la boucle et ensuite à être convertis à notre vision de l'entraînement, à la vision long terme, au fait d'apporter des choses, etc. Donc je sais pas trop, ces 3 métamorphoses, ça me parle énormément dans certains cas, parce que j'ai vu, encore une fois, comment un homme pouvait changer les choses, mais dans plein d'autres, être libre, c'est être responsable, et j'ai l'impression que la majorité des gens ne veulent pas assumer la responsabilité de leur liberté. Et donc dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à plutôt être des chameaux, plutôt qu'à chercher et la liberté et la responsabilité? Là, les petits gars, on est sur des questions qui nous dépassent. Ok, donc ça c'était pour les 3 métamorphoses. Voilà ce que j'en garde. Évidemment, le fait d'y penser fait que ça me permet d'articuler aussi moi aussi un petit peu ma pensée. C'est pour ça que parfois c'est un petit peu décousu, mais ça va très certainement s'améliorer aussi dans ma prise de notes, parce que pour l'instant je note plein de choses, mais c'est pas forcément très pertinent à chaque fois. Ok, donc ensuite, des chaînes et des vertus, j'ai rien noté de très particulier. C'est l'histoire où il va voir un sage qui donne sa connaissance sur le sommeil, et puis il s'avère que cette théorie-là est d'abord théorique, et ensuite c'est sa vision. Alors aujourd'hui, évidemment, en vrai, il pourrait y avoir énormément de parallèles, mais pour pas que l'épisode dure 1000 ans, je vais passer. Et ça pourrait être très intéressant, tout ce qui est... Bref, je vais passer. Ensuite, des hallucinés de l'arrière-monde. Alors là, pas grand chose à retenir. Très intéressant en soi, parce que dans ce plaidoyer un petit peu anti-religieux, il va amener des nouveaux termes. Voilà, ça c'est intéressant. La notion d'arrière-monde, donc on compris, c'est le monde dans lequel les gens se réfugient dans la religion et se coupent de on va dire, de leur humanité. On va dire qu'ils vont déporter la responsabilité de la vie terrestre. Et justement, cette notion d'arrière-monde, lui, il l'oppose à l'autre monde, donc qui est ce nouveau monde qu'on cherche à découvrir à travers ce livre, dont on ne sait pas encore. Donc arrière-monde, première définition opposée à l'autre monde. Il y a l'être avec un grand E. Encore une fois, pas de définition encore très, très nette. En tout cas, j'arrive pas à en avoir une, c'est normal, puisque j'en suis à 40 pages dans mon aventure philosophique. L'être avec un grand E, moi j'ai noté ce moi incarné, responsable, loyal envers lui-même, car à l'origine de toutes les actions et pensées, ancrées dans son corps et à la terre. Donc on voit qu'on essaie de rationaliser tout ce qui peut être rationalisé et qu'on essaye d'enlever toute la partie spirituelle, quand bien même lui ne s'en débarrasse pas totalement de l'aspect spirituel. Genre, je sais plus exactement comment est-ce qu'il le nomme, mais il y aurait beaucoup de choses, peut-être beaucoup de choses à dire, mais on y reviendra plus tard. Les notes ici, ce qui est bien, c'est que plus tard, quand on aura compris peut-être un petit peu mieux, on pourra s'y renvoyer pour voir où est-ce que ça nous mène. Ensuite, des compteurs de corps. Non, des contenteurs du corps. Là, il amène une nouvelle définition, le soi. Encore une fois, on passe très très vite. Le soi au-dessus des sentiments, de l'esprit, des pensées. Donc, on ne sait pas encore... moi je n'arrive pas à comprendre exactement ce qu'il en est. Alors vous pouvez évidemment le mettre en commentaire, mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est juste que je vais finir par le savoir. Des joies et des passions, l'histoire suivante. Je sais pas si on dit histoire, peut-être qu'il y a un mot un peu plus pertinent pour ça. La seule chose qu'on peut avoir, c'est que nous avons des mots.
Les mots que lui émet à égalité avec passion, apparemment. Et de ces passions, en découlent des vertus. Encore une fois, une définition encore un peu large qui va très certainement se préciser. Donc ça fait pas mal de petites définitions, hein. Le être avec un grand E, le moi, le corps, la terre, ça va encore parce que c'est vraiment la matérialité de tout ça. Le soi, et enfin la vertu. Alors j'ai noté la vertu naîtrait de la passion après l'affliction, mais pareil, affliction c'est pas encore, lui ça se trouve c'est hyper clair dans sa tête ce qu'est une passion, ce qu'est une affliction, mais voilà, il y a la passion, il y a la vertu, il y a l'affliction au milieu, qu'est-ce que c'est? On verra plus tard. Alors dans l'idée des joies et des passions, c'est de dire que il ne faut pas résumer nos vertus avec des mots prédéfinis, donc faire rentrer, moi je suis sage, moi je suis une âme libre, moi je suis généreux, moi je suis etc. parce que ça n'inclurait pas toutes les nuances de nos vertus. Alors j'imagine que il mettrait sous couvert ces mots-là, sous nom de vertu, parce que justement être généreux, dans quelles circonstances, pour qui, pourquoi, le fait de juste dire généreux, ça retire un petit peu des nuances. Moi c'est ce que je comprends des joies et des passions. Cependant, d'un côté, il dit ne mettez pas de mots sur ce que vous êtes parce que ça retire toutes les nuances. Personnellement, et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour laquelle je veux aussi faire ces podcasts et pourquoi est-ce que je me suis mis à lire. C'est parce qu'on observe bien, et j'ai cru entendre que c'était même prouvé, que notre capacité à utiliser les mots d'une langue, à pouvoir nommer ce qu'on ressent, notre capacité à juste élargir notre vocabulaire, à élargir notre grammaire, permet directement de libérer notre pensée. Quand on est capable de nommer quelque chose, on est capable en échange de pouvoir de mieux le penser. Et parfois, manquer de mots, c'est manquer de penser directement. Donc je veux bien qu'on n'utilise pas des mots prédéfinis, mais d'un autre côté, c'est quand même pas mal d'avoir des mots prédéfinis pour ne pas s'y soumettre. Mais faut-il déjà connaître le mot prédéfini pour ne pas s'y soumettre? C'est-à-dire que si on ne se soumet pas à des mots parce qu'on ne connaît pas les mots et qu'on est obligé de parler en paraphrase parce qu'on n'a aucun vocabulaire, moi je veux bien Nietzsche, aucun problème là-dessus. Je résume très certainement ta pensée un peu facilement, mais je trouve que dans un premier temps, voilà, c'est pour ça que l'apprentissage du vocabulaire, la lecture, dans une certaine mesure l'apprentissage du latin, dont j'ai compris l'intérêt que très récemment par ailleurs. Parce que vous doutez bien qu'à l'école, l'apprentissage du latin, je n'en avais rien à faire. Moi, j'avais mes mercredis après-midi quand certains de mes amis ne l'avaient pas parce qu'il fallait aller au latin. Et je me disais tant pis pour eux. Et aujourd'hui, comme beaucoup de choses dans la vie, je me dis tant pis pour moi. La notion de plaisir immédiat versus plaisir délayé, qui est une leçon qui est très certainement philosophique, peut-être qu'on va croiser, mais qui est avant tout une leçon à laquelle on fait face très 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 souvent, surtout dans le sport, surtout dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie de manière plus générale. Ensuite, du pal criminel. Donc ça, c'est l'avant-dernière histoire qu'on a lue entre la 0 et la 40e page. Alors lui, ce qu'il dit, c'est que, ok, dans celui-là, qu'est-ce que je retiens très, très succinctement? Le criminel, donc il parle d'un criminel qui fait un crime, etc. Ce qu'il en retire, c'est que, ok, il est responsable de ses actions, mais il est victime de sa folie. Alors on va pas étayer ici, mais c'est vrai que j'attends de voir où est-ce que ça nous mène à travers ce livre, parce que quand on dit que quelqu'un, un assassin ou quoi que ce soit, est victime de sa folie, je veux bien, mais est-ce une victime? Doit-il être pris en tant que victime? Quelle place donne-t-on au bien et au mal dans la société? Est-ce que ce sont des vraies valeurs ou est-ce que les gens sont-ils juste fous et tous victimes de leur folie? Bon, évidemment, il y a énormément d'enjeux contemporains, mais on voit que ce sont déjà des questions qu'on se posait il y a un siècle et demi. Encore une fois, il parle du fait que le surhomme, comparé à l'homme bon, est un homme qui est capable de surmonter cette folie. Donc voilà, lui d'ailleurs, par ailleurs, dans la folie, il parle du mépris des hommes, donc qui amènerait des gens à un assassinat par exemple, mais il parle aussi de la justice, de la vérité, de la fidélité. Donc pour lui aussi est une folie qu'il faut surmonter. Donc il faut surmonter son envie de justice, il faut surmonter son envie de vérité. C'est là où on revient à la métamorphose. Si la notion de lion, c'est en fait nous sommes tous des chameaux ultra justes, ultra fidèles, ultra vrais, puisqu'il parle de justice, vérité, fidélité.
et qu'il faut surmonter ça pour être un lion, pour obtenir quelque chose d'encore meilleur, bah moi je signe tout de suite. Mais j'ai l'impression pour l'instant que quand la justice, la fidélité et la vérité sont mis à mal, la société qu'on en retient n'est pas forcément meilleure. Surtout quand les gens qui se prennent pour des lions à vouloir détruire la justice, détruire la vérité ou détruire la fidélité ne sont pas des chameaux. C'est ça que je me demande. Qui es-tu ? Qui es-tu pour pouvoir abattre la justice ? Es-tu un chameau ? Si tu es un chameau, je t'écoute. Si t'es pas un chameau, attention. En tout cas, voilà. Lui, il veut des gens qui vivent pleinement. Et c'est ce qu'on peut voir dans Le Pal criminel. Le dernier, donc là c'est bien, ça va faire un petit peu... Ouais, ça fait 30 minutes que je parle. Le dernier, lire et écrire. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on peut noter sur lire et écrire, c'est que d'après lui, lire ne suffit pas. Il faut non seulement penser, mais aussi écrire. Alors lui, il parle d'écrire avec son sang. Mais pourquoi est-ce que j'ai bien aimé ça ? C'est parce que juste avant, j'avais lu... qui n'est pas là. J'avais lu une petite pensée de Schopenhauer qui s'appelle Penseur, je sais plus quoi, qu'importe, qui est inclus dans une édition de l'art d'avoir toujours raison. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit que lire ne suffit pas parce qu'il faut penser. Alors, Nietzsche va encore plus loin, dans les échelles de temps. Il me semble que Schopenhauer est postérieur, plus tard. C'est fin 19e quand Nietzsche, ça va être milieu du 19e. Bref, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Bah non, d'ailleurs, ça, on s'en fout pas. C'est quand même hyper intéressant. 1883 pour Zarathustra. Et évidemment, l'art d'avoir toujours raison, 1831. Voilà. Et les penseurs personnels, c'est donc ça dont je parlais. En effet, Schopenhauer est antérieur à Nietzsche. D'un demi-siècle quasiment. Ok, donc c'est hyper intéressant parce que lire ne suffit pas, donc on comprend que prendre son petit livre Zarathustra et le lire, c'est pas une finalité en soi. Déjà, il faut comprendre ce qu'on en lit et il faut que ça nous amène à des pensées. Alors c'est ce que j'essaie d'articuler très mal ici, hein. Là, le premier épisode est catastrophique. Mais le but, c'est d'essayer d'en faire quelque chose, de noter des notes, d'essayer d'en réfléchir un tout petit peu. Là, je veux pas trop rentrer dans des détails parce que pour un premier épisode, si je commence tout de suite à être hyper extrême dans mes approches de la vie, ça va pas forcément le faire. On risquerait d'en vexer plus d'un. Mais l'idée, c'est d'en faire quelque chose. Alors lui, il va même plus loin. Comme je l'ai dit, un Schopenhauer, c'est on lit pour penser, pour développer sa pensée. Et on peut passer toute une vie à lire sans avoir pensé. Il me semble même que lui, il dit que plus on lit, moins on muscle son cerveau à être capable de penser par soi-même. Ce qui est plutôt vrai quand je vois dans mon milieu d'expertise qui est la physiologie du corps humain à l'exercice. Quand je vois ce qui se dit, je me dis mais les gens ne réfléchissent pas, ils ont plein de données sous les yeux qu'ils apprennent par cœur, mais ils ne connectent pas les points entre eux pour voir en quoi est-ce que ça fonctionne pas. Donc parfois il y a des choses je peux prendre des exemples hyper typiques qui vont parler même à des non-sportifs, mais l'exemple de l'acide lactique, est-ce que c'est un bon exemple l'acide lactique ? Bon, oui, c'est un bon exemple parce que déjà il faut... Est-ce que c'est un bon exemple ? Parce que l'acide lactique, si on en parle encore aujourd'hui, ça veut dire, que les gens ne lisent pas assez. En fait, non, là, c'est ça le problème. Au-delà de penser, il faut lire les bonnes choses. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, Schopenhauer, cette phrase, je la sors très souvent, il dit, le meilleur moyen de lire le bon, c'est de ne pas lire le mauvais. Donc en fait, avant de penser par soi-même dans un milieu d'expertise, il faut quand même avoir pas mal lu. C'est pour ça que je ne me permets pas de me prononcer beaucoup sur la philosophie actuellement et que je préfère juste accumuler des questions dont on essaiera d'avoir une réponse plus tard. Donc, Nietzsche, pour lui, même penser ne suffit pas. Il faut écrire. Et ça me fait rire qu'il parle de écrire parce que ça me fait penser au travail. Genre, je sais plus qui avait dit ça, mais de dire quand vous donnez une expertise, quand vous avez une expertise, quand vous avez une opinion sur quelque chose, le mieux, c'est de rédiger quelque chose. Alors lui, il avait dit rédiger son manifeste. Si je veux défendre quelque chose, il faut que le seul moyen de vraiment en être imprégné, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir le manier, c'est de l'avoir écrit. Et ça me parle énormément puisque mon expertise en physiologie du sport, certes, je l'ai acquise en lisant, mais le moyen que j'ai d'avoir
repousser certaines limites, d'avoir apporté certains raisonnements et d'essayer à mon niveau de faire avancer certaines questions, bah, c'est en ayant fait des vidéos YouTube. C'est parce que je me suis exposé, je me suis posé, je me suis dit, ok, je vais faire cette vidéo, il faut que j'y réfléchisse bien parce qu'elle va être là à la face du monde, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Donc, il y a une notion de... va falloir faire un truc carré. Quel contre-argument est-ce qu'on pourrait me mettre? Ok, on pourrait me dire ça sur ça, là l'argument il est un petit peu faible, donc on va aller chercher, on va aller réfléchir, on va aller connecter les bons points pour faire en sorte que ce truc un peu, enfin cet argument un peu faible de notre argumentaire justement, puisse être un peu plus valorisé et un peu moins faible. Et si aujourd'hui je considère qu'il y a très peu de gens qui peuvent me prendre sur la physiologie, c'est justement parce que j'ai passé des heures et des heures, non pas à lire, alors si c'est le cas, mais c'est le préambule on va dire, mais surtout à écrire. Donc quand je parle de préambule, lire c'est comme être un chameau. On pense pas à ce qu'on veut faire, mais on pense à ce qu'on doit faire. C'est-à-dire on pense avec les idées des autres. Et il n'y a que en devenant lion qu'on peut réussir à s'en affranchir en disant bah ouais mais là ça me passe, ça c'est bizarre, ça sonne faux. Je sais pas si vous dans vos milieux d'expertise ça vous le fait, mais il y a des choses ultra génériques que tout le monde répète et vous êtes en mode je sais que tout le monde dit ça, hein, mais quand de mon point de vue ça me paraît bizarre. Et c'est là où on revient sur les 3 métamorphoses. Parce que justement, c'est parce qu'on a lu, c'est parce qu'on a réfléchi, on a pensé. C'est justement parce qu'on en est là qu'on se dit ah, est-ce que, en tant que chameau, là, je ne deviendrai pas un lion parce que je suis sûr et certain que si je remets cette chose-là en question, malgré le fait que j'ai énormément d'humilité et de gratitude envers les gens qui m'ont laissé leur connaissance, que ce soit à l'université ou quoi que ce soit, je suis sûr et certain qu'ils ont faux. Donc peut-être qu'il n'avait pas si tort que ça en parlant de chameaux, de lions et d'enfants, puisque dans mon domaine d'expertise, ça se parle. Donc on voit qu'entre lire et écrire et les 3 métamorphoses, on arrive à faire des liens. Est-ce que justement la notion de surhomme ne naîtrait pas un petit peu de là? Je n'en sais rien. En tout cas, nous allons continuer nos petites pensées à voix haute au cours de ce podcast que très peu de gens écouteront. Mais on s'en fout parce que dans 20 ans, on va être intestable en philosophie. Faut vous dire, là, Zarathustra, on en a pour 2 mois et demi. Hein. Donc ça va pas faire beaucoup de livres par année. On va voir comment est-ce qu'on fait avancer tout ça. Quoi qu'il arrive, bonne lecture à tous. On se dit pour la prochaine fois à peu près la même chose. Hein, une 50aine de pages. Une 50aine de pages. Parce que... Ouais. On se dit ça fait 10 pages par jour et on se repose le week-end. Parfait. À la semaine prochaine.